Et pour cet nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis, saison 3, nous allons vous faire découvrir un métier passionnant, un homme passionnant aux multiples facettes, tantôt joaillier, tantôt chanteur, tantôt homme des temps modernes, tantôt aventurier. Et pour vous présenter notre invité, il est juste là, vous le voyez, c'est Raphaël Griffon. Salut Raphaël. Salut. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Griffon joaillier, c'est comme ça que ça s'appelle. Avant de faire la visite de cet atelier que j'ai eu la chance de visiter en avant-première, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton métier? Comment tu es venu à ce métier de la joaillerie? Alors au départ, moi j'ai fait des études dans l'électrotechnique à Nantes. Rien à voir. Rien à voir. Et puis je suis parti faire mon service national aux Antilles. J'ai croisé des chercheurs d'or. Ouais. Je suis revenu, j'ai travaillé un peu dans mon domaine et puis finalement je me suis dit je vais changer. Mon père était joaillier à l'époque. Et je me suis dit je vais changer de métier et en même temps je vais refaire un nouveau métier qui me convient. C'est allier l'aventure, les films, la musique, la création de bijoux, faire des super rencontres. Et ça, on va le voir, que ce soit dans ton bureau ou même ici, vous le voyez peut-être avec cette hélice qui est accrochée, le côté aventurier va jalonner vraiment ton parcours. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'aventure? En fait, ce qui est intéressant dans l'aventure, c'est d'abord la découverte de soi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. L'apprentissage de l'autre, puisqu'on va à la découverte de d'autres sociétés, d'autres cultures qu'on ne connaît pas du tout. Dans la création, ça peut apporter quelque chose. Dire quoi? Je peux pas te dire précisément, mais en tout cas, ça reste une passion et c'est bien ancré. On rentre dans une première pièce. Alors, combien de personnes déjà travaillent avec toi et pour toi? Alors là, on est 9 personnes. Okay. On est 9 personnes à travailler. Il y a 7 joailliers. Et donc ici, on est dans une pièce, c'est la fonderie où on va donc mettre les lingots, préparer des lingots, préparer l'or. Alors on travaille principalement le platine et l'or, donc toutes les couleurs or jaune, or blanc et or rose, okay. Et le platine. Ici, on a une taillerie de pierre que j'ai installée il n'y a pas très longtemps. Le but, c'est d'être complètement autonome pour certaines actions. Okay. Et puis là, on a deux nouveaux postes qui sont installés ici. Pour faire des pièces un peu haute joaillerie où on a besoin de plus de calme, plus de sérénité parce que parfois il peut y avoir beaucoup de bruit. Ouais. Et donc là on ferme la porte et on se retrouve à découper des petites pièces ou à... On va s'approcher justement de ces outils. J'imagine que c'est un vrai investissement quand on voit ces outils. Et ça nécessite un vrai savoir-faire, une vraie formation. Tu disais, tu as des joailliers qui travaillent avec toi. Comment ça se passe le recrutement de joailliers du coup? En fait, le recrutement de joaillier, souvent, j'explique, je le fais sous 2 axes. Forcément, les compétences qu'a la personne, mais je dirais c'est presque pas important, parce que s'ils viennent nous voir, c'est qu'il y a déjà une qualité, en tout cas, dans le côté manuel. Ouais. Mais le plus important, c'est le côté humain va avoir cette personne, si elle va rentrer ou pas dans l'image qu'on va avoir de notre société. Et ça, c'est vraiment, vraiment important dans la maison Griffon. C'est-à-dire qu'en gros, le mot ici, c'est bienveillant. C'est-à-dire qu'on chacun prend soin de l'autre parce qu'on est dans des métiers qui peuvent paraître hyper statiques, mais en fait, ça demande énormément de concentration. Bien sûr. On est vraiment sur de l'ultra-précision. C'est tout petit. C'est au centième près, quoi. Ouais, on est au demi-dixième près. On peut pousser une griffe un demi-dixième de trop et on peut faire casser une pierre. Et ça, c'est pas bien. Et c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et donc, je vois que tu as juste des pierres. On peut les prendre? Oui, bien sûr. Ça, c'est une pierre. Je te laisse la montrer juste à cette caméra là. Ça, c'est une malachite. D'accord. Alors, j'ai les doigts sales parce que je suis en train de la tailler. Hein, donc, c'est vert. C'est très, très joli comme pierre. Donc, c'est une cliente qui a perdu une malachite sur sa monture. Donc là, elle est à l'état brut puisque je l'ai taillée hier soir. Et ensuite, elle va devenir polie comme ça. Mais donc, pour la tailler de cette taille-là, tu es parti d'un morceau qui est gros comment? Je suis parti de ce morceau-là. Ok, d'accord. Ce morceau-là, et j'ai découpé sur cette machine-là. Et comment on se fournit en pierre? Il y a forcément un marché parce qu'il y a plein de joailliers dans le monde. Où ça s'achète aujourd'hui les pierres? En fait, ce sont ce qu'on appelle des courtiers. C'est des gens qui voyagent aux 4 coins du globe et qui vont sur les marchés principaux dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Bangkok, c'est l'Inde, c'est Tel Aviv, c'est... où il y a toutes les pierres qui arrivent des 4 coins du monde et ces gens-là vont négocier les pierres. Ça, c'est un premier métier. Moi, je peux pas faire ça tout le temps. Ouais. Moi, je fais même pas ça du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur les mines directement avec les mineurs. Donc, c'est un autre travail. Et donc, en général, c'est des copains que je connais très bien. Ils vont dans des zones que je connais déjà un peu. Pas toutes, évidemment, mais je connais un peu. Et on a besoin d'un lien
presque amical, parce que les pierres, on est très proche de la matière, et puis pouvoir l'expliquer au client qui va l'acheter, savoir d'où elle vient, ce qu'elle a vécu. Alors on ne sait pas tout, hein, Bien sûr. ce serait mentir que dire voilà, on sait. Mais en tout cas, on essaie d'en savoir un maximum, parce que ça a une importance sur l'histoire du bijou après. On va aller au fond, il y a une machine qui m'intéresse, puisque tu l'as dit, ici tu travailles le métal et notamment l'or. Oui. Aujourd'hui, sur 100 bijoux qui sortent de l'atelier Griffon, il y en a combien qui sont en or ou à base d'or? Tous? Alors je dirais, ah oui, en fait, de toute façon, on travaille que l'or et le platine. On va dire c'est de l'ordre de 80% en or et 15 à 20% en platine. Okay. On a fait nos spécialités du platine parce que c'est un métal qui est un peu plus compliqué à travailler, qui monte en température beaucoup plus élevée. L'or, c'est 1064 degrés de fusion et le platine, c'est 1700. Donc on a une grosse différence, mais on travaille principalement ces deux métaux-là. Cette machine là va servir justement à faire fondre l'or, c'est ça, hein? Exact. En fait, ça, c'est une machine qui peut monter à plus de 2000 ou à 2000 degrés en l'espace de 20 ou 30 secondes. Ouais. Et donc, on met dedans, dans un creuset, le platine ou l'or. On va le faire monter en fusion et on va mouler en fait donc les bijoux à l'intérieur. C'est des process qui sont. Alors, la machine est très récente, mais c'est un process que les Égyptiens ont inventé. D'accord. La cire, la fonte à cire perdue. Donc ça existe depuis toujours. Et maintenant, ça a été matérialisé par des machines. Il y a une autre machine ici où on peut mettre ses mains dedans. Ça me fait penser un peu à Fort Boyard. Ça, c'est une sableuse. Une sableuse, on a un bouton ici et puis on va injecter du sable pour nettoyer les bijoux, pour retirer le sable qui est le plâtre, le résidu de plâtre qui est dedans. Donc on a des gants ici qui protègent. Hein. Et puis on va tenir et on va envoyer du sable. On voit. Ouais. Donc là, cette sableuse, elle permet, tu le disais, de nettoyer. En fait, ça va nettoyer l'arbre de fonte qu'on va sortir, qui est en or ou en platine, pour retirer les résidus de plâtre qui sont le moule en fait. Et quand on dit cire perdue, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule pièce. D'accord. C'est pas, on parle de moule et donc les gens se disent on va pouvoir le refaire indéfiniment. En fait, le moule, on le perd. Ouais, c'est unique. Voilà, c'est une pièce unique. Ici, les gens vont voir avec les plans de Romain, tout est propre. Tu l'as dit, c'est important pour l'image et surtout pour le métier. Mais tout a été fait également par toi. Donc tu ne travailles pas que l'or ou les différents métaux ou les pierres. Tu travailles aussi le bois. C'est une vraie passion, quoi. En fait, je trouve que d'agencer soi-même son atelier, ça permet de comprendre comment il va fonctionner. Il y a plein de parties qui sont extrêmement techniques. Hein. Il y a de l'air comprimé, il y a de l'arrivée d'argon, il y a du 380 volts. Et ça permet, s'il y a moindre souci, on sait d'où ça vient. Et si on a besoin d'un intervenant extérieur, on dit bah écoutez, là les prises sont là, ça fonctionne comme ça, c'est relié comme ça. Et donc c'est moi qui ai fait absolument tous les plans de tout l'atelier, de chaque prise, puisque c'était un peu mon métier. Et surtout, je voulais donner un aspect esthétique à l'atelier, que ça soit un musée vivant. Les gens viennent et ils découvrent au fur et à mesure, on leur montre tous les postes. Moi, je suis encore un gamin devant mon métier, et ça fait 27 ans que je suis dans mon métier. Donc, quand les gens viennent, ils sont peut-être encore un peu plus que moi en découvrant l'atelier, quoi. Ici, cette salle, on est où? Qu'est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qu'on y fait? Donc là, ici, on va dire c'est l'atelier principal numéro 1. Il se divise en plusieurs parties où les joailliers vont découper l'or, vont commencer à le gratter, le prépolir, le souder. Et donc, c'est une partie très, très importante. Et je voulais qu'il y ait un éclairage de l'extérieur. Pour qu'on puisse avoir une ambiance assez sympa. Et qu'aussi les gens puissent profiter aussi de voir les artisans travailler. Je trouve ça assez beau et ça montre qu'on est vraiment fabricant. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un dessin et qu'on envoie en Chine après, c'est vraiment fabriqué ici. Et puis que aussi les artisans, les collaborateurs puissent avoir une vue sympa, c'est dégagé un peu partout. Tout est ouvert partout ici. Romain le filmera, mais ça, ce qu'on appelle une cheville, elle est différente sur les 4 postes que l'on a là. En quoi c'est un outil indispensable? En fait, la cheville, c'est l'identité du créateur, du joaillier. C'est-à-dire qu'il va la façonner, s'il est droitier, s'il est gaucher, il va le façonner, il va pouvoir limer dedans. Et bien tout simplement, par exemple, s'il y a une pièce à découper, il va la positionner dessus pour avoir une partie statique. Okay. Puisque la scie va monter et descendre. Donc à un moment donné, on peut pas scier dans le vide. Il va percer, donc il va pouvoir le poser dessus. Enfin, et donc ça peut se changer. Mais en général, une cheville, ça peut durer très toute la vie. Ouais. Toute la vie du joaillier. Peut-être pas toute une vie, mais on va utiliser 3 chevilles, quoi, sur une vie, 3-4 chevilles. On va continuer la visite. On a plein de choses encore à voir. Raphaël reste à ma gauche. Hop, on rentre ici. On va découvrir une sorte de musée. J'ai envie de dire, on va commencer par
passer par cette partie-là où on voit de l'or, on voit des pierres. Tout ça vient pas que d'Amazonie, mais beaucoup d'Amazonie. C'est les voyages que tu fais Pas tout, souvent. en fait, ça vient un peu partout. Ça Ok. vient un peu partout. La première pièce ici, c'était le piano. J'ai fait un piano en argent parce que j'ai vraiment une passion pour l'argent. Et c'est ma première pièce que j'ai faite avant de rentrer dans le domaine de la joaillerie. Et puis ensuite, on peut voir un bracelet que j'ai créé, donc qui est en or blanc. On peut voir des pierres, du saphir qui vient du sud de la France. On peut voir des quartz que j'ai ramené de Zambie dernièrement, de l'or que j'ai ramené d'Amazonie. Et un altimètre d'avion. Et en fait, l'altimètre d'avion, il est très symbolique. Ouais. C'est ce que j'explique, c'est j'imagine ou je visualise un peu la société comme un avion et que chaque cadran, c'est chaque collaborateur et les informations qu'il me donne sont très importantes. Alors moi, en tant que commandant de bord, je dois vérifier ces informations-là, Ok. mais je dois quand même faire confiance. Et donc, c'est un peu la symbolique de l'avion ou dans le bateau, c'est selon les passions. Et donc, ça représente un peu toutes mes passions. On fait un petit volte-face, un petit 180 degrés. Le travail, donc on a vu dans la première pièce, on taille la pierre. Ici, on travaille le métal aussi. Et là, on fait quoi? C'est l'assemblage? Alors le sertissage, le setting, sertissage. ça c'est une partie qui est très précise dans le domaine de la joaillerie. Si le joaillier se trompe de 2-3 dixièmes, le sertissage, c'est mort. fichu. Le travail du joaillier dès le départ doit être redoutablement efficace et précis selon la forme de la pierre pour que le sertisseur, lui, puisse se positionner. Alors, il n'y a pas que des griffes, en fait. On s'imagine que des griffes, on rabat, on pousse. C'est très technique. On vient creuser selon des angles très précis pour faire une assise sur la pierre en se disant, si jamais il y a un choc dessus, que la pierre soit bien stable. Et puis ensuite, il y a de la sculpture. Quand on va faire des pavages de diamants, on va déplacer des tout petits grains qui font jusqu'à 1/10 de millimètre, 1/10 et demi. Donc, on va forcer dessus. Donc, on utilise des machines où c'est des micro marteaux-piqueurs et qui va faire que on va pas déraper. Moi, par exemple, j'ai les mains complètement abîmées ici parce que il y a des techniques quand on utilise des jobs, quand on se rate, bah, ça transperce la main. Ok. Et ça, généralement, ça passe de part en part. Ok. Donc là, ça permet de faire un travail encore plus précis, encore plus fluide. On fatigue moins. Enfin, donc j'investis beaucoup dans le matériel. On va avancer. On va essayer de ne pas faire trop de bruit pour. On vous emmène partout, vous voyez, on vous emmène même quand les gens travaillent. Donc là, on est sur le métier de joaillier. Qu'est-ce qu'ils font sans rester trop longtemps pour pas trop les déranger? Alors là, on va pas les déranger. Hein. Ils ont leur casque, Ils sont donc dans là, leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Et donc là, ils sont sur des postes de polissage. C'est-à-dire qu'un bijou peut être composé de 1, 2, 3, 4 et parfois plusieurs dizaines de pièces. Chaque pièce va être polie sous binoculaire pour que ça soit parfait, D'accord. pour être ensuite monté sur le poste que vous avez vu au départ. En fait, il se déplace de poste en poste. Et dès que c'est précis, dès que c'est bien fait, ça passe au montage. Et donc là, on entend une machine, c'est un ultrason. Pour nettoyer le bijou qui a été fait, puisqu'on fait un dépôt dessus, D'accord. eh bien, on va le nettoyer avec un ultrason ici pour que ça soit parfaitement propre. Ok. Ici, on est dans les services, on va dire, support. On a vu les ateliers en bas. Cette pièce est très importante, tu me disais, puisque c'est ici, on va s'avancer un petit peu, où tu choisis notamment les pierres. Et tu m'expliquais que tu ne voulais absolument pas une lumière naturelle, parce que si la pierre était belle déjà ici, elle le serait automatiquement à la lumière naturelle. Ouais, alors c'est une technique hein, qui fait parfois hurler, mais en fait, j'ai entendu ça d'un joaillier qui fait ça à Paris. Et je me suis dit, je vais essayer pour voir si ça fonctionne ou pas. Et effectivement, bah, on se trompe très rarement. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un éclairage, donc c'est en Kelvin, donc c'est une fréquence de lumière très particulière qui se rapproche de celle de la lumière du soleil. Et en fait, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, en fait, je vais m'habituer, on va s'habituer à cet éclairage-là. Et quand on sort une pierre ici qui nous semble belle ou très belle, c'est que juste derrière, elle est dingue. Ouais. Voilà. Et en fait, ça nous limite sur le fait de se tromper. Alors après, on peut prendre la pierre. En général, on prend la pierre, on va vérifier quand même. bien sûr. Parce qu'on n'achète pas des pierres à la... Mais en tout cas, ça fait partie aussi d'un travail un peu différent. C'est le choix des pierres et c'est ce qui va donner toute l'importance en fait du bijou. On va découvrir une partie plus intimiste de toi, Raphaël. C'est montre-moi ton bureau, je te dirai qui tu es. Je vais passer avant toi, je suis désolé, mais avec l'équipement, c'est obligatoire. On repart sur le côté aventurier qu'on évoquait au début parce que Romain va le montrer. Mais alors il y a des altimètres, il y a plein d'autres pièces, il y a des tableaux de bord. Tu as par exemple une aile d'avion en guise de bureau, quoi. Ça, c'est tout Raphaël Griffon. En fait, je voulais avoir un bureau non pas complètement aseptisé. Alors
très beau, avec des très beaux meubles, qui plaisent à tout le monde. Je voulais vraiment mettre ma propre identité dans mon bureau, puisque en fait, je reçois ici les gens, pour que les gens comprennent aussi notre univers. Si les gens viennent vers nous, c'est que ils veulent aussi un autre univers. Ils recherchent quelque chose de différent. Ouais. Et donc, en fait, vous arrivez chez Griffon. Et chez Griffon, ce sera peut-être différent de chez un autre. Et que si vous nous choisissez, ce sera pour ça. Je m'arrête sur cet écran. Tu le disais, tu fais tes rendez-vous ici. On voyait tout à l'heure une pierre qui était affichée, qui est un produit qui est fini. C'est la modélisation est aussi importante que le travail de la pierre en elle-même? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir exactement le bijou, la forme du bijou, la couleur qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'en gros, ça représente certaines sommes. C'est comme si vous disiez, je veux une maison avec 3 fenêtres et allez-y, l'architecte, dessiner et fabriquer. En fait, non, je veux que ça soit précis. Et nous, on est précis de l'ordre du 10e de millimètre. Ouais. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, la personne est assise dans le canapé et on lui présente sur un écran l'image 3D, donc la projection de ce que sera son bijou plus tard. Et elle va nous poser plein de questions. Est-ce que la hauteur, est-ce que l'épaisseur des griffes, est-ce que vous pensez… Et nous, on est là souvent pour les rassurer, parce qu'ils voient un bijou en énorme. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qu'ils voient de quelques centimètres, ça va réduire à 3/10. En général, ils posent une question, c'est toujours la même question, et c'est toujours d'une toute petite bordure qui s'appelle le filet. Et ce filet fait 3/10 de millimètre. Et en général, il fait plusieurs centimètres sur l'écran, et donc là, les gens sont paniqués. Je te propose qu'on termine cet épisode, Raphaël, avec un petit morceau de piano. Ouais. Je vais te laisser aller t'installer. Tu vas nous jouer ce que tu veux. J'ai fait très courte. Magnifique, c'est parfait. C'est parfait. C'était la partition de la fin et pas le mot de la fin. Merci beaucoup, Raphaël Griffon, de nous avoir ouvert les portes de ton atelier. J'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.